Très bien. Merci à tous. On va donc démarrer cette table ronde dont le sujet, c'est des retours d'expérience, tout simplement, d'acteurs qui ont développé leur boutique e-commerce et avec PrestaShop, bien sûr. Donc, je vous propose de vous asseoir. Très bien. Donc, ce que je propose, c'est de démarrer par un petit tour de table, que chacun puisse se présenter. Emmanuel. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Emmanuel Demestre, je suis e-commerçant. En fait, c'est pas du tout mon projet principal, je suis entrepreneur, j'ai monté une société dans les drones. Et il se trouve que j'étais pilote d'avion, ça me coûtait très cher de voler, de payer mes heures de vol, et donc j'avais décidé de lancer un petit site e-commerce sur mon temps libre pour financer mes heures de vol, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à monter un premier PrestaShop, puis un deuxième, puis un troisième, puis j'ai racheté un quatrième site, et puis là je viens d'embaucher une personne pour gérer ça, donc on en reparlera. Voilà. Bonjour, Agathe Molinard, donc je suis également e-commerçante. J'ai lancé un site qui s'appelle lemoncurve.com. Nous sommes distributeurs de lingerie féminine, donc nous proposons aujourd'hui plus de 70 marques et 40 000 références. Des grandes marques que vous connaissez, Obad, Dim, Wonderbra, des petits créateurs, la lingerie pour toutes les femmes, dans tous les prix, toutes les tailles et toutes les envies. Bonjour, Olivier Haas, manager digital du groupe Teddy Smith. Et donc, bonjour à tous et on espère qu'on va répondre à un maximum de questions pour vous. Très bien, donc moi j'ai en profité pour me présenter aussi, François Zizerman. Ça fait pas mal d'années maintenant que je suis dans le e-commerce. J'ai fait du conseil pendant plus de 6 ans. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je propose une solution de personnalisation qui s'appelle Target to Sell et qui permet, quand on branche la solution Target to Sell à un site e-commerce, ça permet de monter très significativement la performance du site en proposant automatiquement le bon produit à chaque visiteur. Et un exemple de retour qu'on a eu qui nous fait plaisir parce que ça montre que ça marche bien. Un site a installé notre solution et au bout d'un mois, on a fait plus 12% de chiffre d'affaires avec une répartition entre une partie de l'augmentation qui est due à l'augmentation du taux de transfo et une autre partie qui est due à l'augmentation du panier. Donc voilà, j'ai assez parlé. Donc ce que je vous propose, c'est de raconter un peu plus votre expérience de e-commerçant. Peut-être vous pouvez commencer à nous expliquer depuis quand vous y êtes mis et comment ça se passe. Oui, donc pour le groupe Teddy Smith, c'était une évolution parce que nous on vient du secteur traditionnel, ce qu'on appelle le retail, et il fallait passer à la phase digitale. Donc j'ai été recruté pour ça. Et on a monté un site en ligne et il a fallu appréhender dans un groupe le facteur de passer de retail et wholesale, c'est-à-dire fournisseur de boutiques traditionnelles, au fait d'être dans le monde digital. Et c'était pas simple parce que il fallait apprendre ce qu'était le traditionnel avec le digital. Et c'est cette transversale qu'on a essayé de faire. Et pour le faire, on a essayé de le faire de façon très dynamique et d'être très en avance sur les technologies puisque on partait avec un peu de retard. Mais la chance du digital, c'est de rattraper très vite les concurrents, les confrères, et on est passé avec, effectivement, on était dans les premiers à proposer l'année dernière du web responsive, parce que notre clientèle est jeune, dynamique, et on voulait d'entrée pouvoir être vu sur le mobile, les tablettes et toute l'évolution qu'il y a en ce moment. Donc le site est ouvert depuis combien de temps en fait? Donc on est ouvert depuis septembre 2012. Donc alors là aussi il y avait pas mal de problématiques qu'il fallait voir et donc on était parti sur une page blanche, je dirais. Et pour le groupe Teddy Smith, il y avait
trois grands axes qu'il fallait mettre à jour. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit la fête pour le produit. Donc il fallait que les produits soient bien présentés, puisqu'on faisait de facto site vitrine et e-commerce. Il fallait que les clients puissent acheter. Il fallait pas faire trop de concurrence à nos clients traditionnels. Et il fallait qu'on ait une plateforme évolutive, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre beaucoup de temps pour faire le site. Donc c'est pour ça qu'on a pris PrestaShop, parce qu'au départ on n'avait pas de religion pour savoir si c'était Magento pour PrestaShop ou développer en interne. Et c'est vrai qu'on a choisi très vite la solution PrestaShop, parce que ça nous permettait d'avoir pas de barrière sur le développement, et nous avons considéré que c'était assez facile qu'on n'aurait pas de barrière sur les ressources humaines. Ça, c'était un point clé, parce que c'est vrai que d'après ce qu'on nous avait dit, il y avait une barrière après pour le développement des sites. Si on prenait des plateformes trop complexes, on était après lié avec nos ressources. Et nous, on voulait plutôt être évolutif et de pas avoir aucune barrière. Et après, troisième axe, c'était de passer d'entrée en web responsive. Comme ça, on était dans les premiers. C'est toujours bien pour une marque comme Teddy Smith d'être dans les bonnes valeurs. Ok, super. Et juste une petite dernière question rapide. Vous pouvez donner quelques chiffres sur donc le site. Il a juste un petit peu plus d'1 an et ça marche, ça vend. Oui. Donc on aimerait toujours plus, hein, ça c'est clair. En revanche, c'est vrai que il y a des chiffres impressionnants, parce que qui sont on va faire un peu l'analytique de tout ça. 1 million de visiteurs en 1 an. D'accord. Donc ça c'est pas mal. 3 minutes 7 les gens passent sur notre site. Donc ils ont vu à peu près 20 millions de pages. C'est-à-dire que pour nos produits, c'est extrêmement performant. On est parti donc de zéro, donc les chiffres, et on a atteint l'objectif en première année de faire plus d'1 million d'euros. Super. Donc c'est extrêmement. On est dans notre feuille de route. Okay. Maintenant, Teddy Smith, on veut attaquer grâce à PrestaShop, grâce au développement. Faire les connexions avec les places de marché, parce que là, c'est typiquement sur le marché uniquement français. Donc, les 2 prochaines années, c'est d'ouvrir la boutique sur l'étranger, via les places de marché et via notre site en interne. Très bien. Voilà. Agathe, même question. Alors, pour parler un petit peu de Lemon Curve, donc moi j'ai monté une première société de services qui n'a pas forcément décollé comme je le souhaitais, et j'étais très très attirée par le monde du e-commerce sans vraiment avoir d'expérience, sans avoir d'expérience du tout. Et début 2011, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un site sur lequel j'avais envie d'acheter ma lingerie, donc c'était un besoin entre guillemets personnel, et ça a intrigué l'entrepreneur qui était derrière, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, quels étaient les freins sur ce secteur-là. Je n'ai pas trouvé de frein qui ait pu m'arrêter dans ma démarche, et j'ai commencé à travailler sur Lemon Curve en mai 2011 en ayant pour volonté de lancer le grand magasin de la lingerie avec vraiment beaucoup de choix et des services qui, à mon sens, devraient être ceux qu'on devrait trouver sur tous les sites internet, à savoir l'envoi gratuit, le retour gratuit, un envoi qui doit être très rapide, un retour possible pendant un maximum de temps. Donc je me suis lancée dans cette aventure. Donc au printemps 2011, le site a été ouvert 5 mois plus tard. Donc en 5 mois, mais il a fallu recruter des marques. On a ouvert le site avec 25 marques, mettre en place la logistique, puisqu'en fait nous avons tout le stock chez nous, développer un site, et je n'avais absolument aucune notion technique. Donc ça c'était un des gros enjeux, c'était comment finalement développer un site internet lorsqu'on a cette idée, cette envie, cette vision de là où on souhaite amener ce projet-là, mais sans avoir vraiment, sans savoir développer, quoi, sans savoir coder. Donc ma démarche a été de dire voilà, je dois prendre déjà je ne sais pas coder, 2 finalement je ne connais pas réellement les besoins qui vont y être associés à ce développement-là.
On connaît les grandes lignes au démarrage, mais en fait, on se rend compte que c'est en lançant l'activité qu'on a des besoins supplémentaires et qu'on doit apporter des briques supplémentaires au site. Et donc PrestaShop me semblait être une très bonne solution à ce niveau-là, parce qu'en fait, a priori, les éléments principaux étaient présents et je pouvais rajouter ces briques. Donc j'ai choisi cette solution et ensuite j'ai cherché un freelance, en l'occurrence, avec lequel bosser. Moi, je voulais absolument maîtriser cette dimension technique en interne. C'est vraiment clé, c'est notre métier, donc c'était essentiel. Il n'était pas question pour moi de passer par une agence. J'ai rencontré des freelances et j'ai proposé à l'un d'entre eux de s'associer pour vraiment qu'ils soient à nos côtés et pas que je me fasse planter au bout de 6 mois, me retrouver le bec dans l'eau et pas savoir comment faire. Parce que effectivement, on peut faire 1000 choses sur la mise à jour à travers le back-office, mais on a quand même toujours besoin de faire évoluer, de développer de nouveaux modules, et ça, c'est hors de mes compétences. Donc voilà, donc en gros, mai 2011, je m'associe avec ce développeur, avec une autre personne qui a un profil similaire au mien également. Et là, tout l'enjeu, c'était de convaincre des marques de lingerie de vendre sur Internet. Les marques de lingerie ont des budgets très forts en marketing. Elles travaillent justement beaucoup sur leur image de marque. Elles avaient vraiment peur de se retrouver sur des sites, comme c'était d'ailleurs le cas, des sites sur lesquels elles étaient un petit peu malmenées en termes d'image, sur lesquels les produits n'étaient pas forcément bien mis en valeur. En termes de prix aussi, peut-être ? En termes de prix, effectivement, et en termes d'image. Donc il a fallu les rassurer à ce niveau-là. On a développé un site d'un point de vue graphique qui est très sobre pour laisser place justement à chaque univers de marque. Chaque marque du coup s'insère très bien sur Lemon Curve puisque le site à la base est blanc, noir, enfin très très basique. Donc ça c'était la première chose qui les a rassurés, et ensuite effectivement le fait de respecter les prix. Donc 5 mois de travail, un lancement en octobre 2011. On s'est ensuite concentré sur... Alors ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on a lancé en octobre 2011, le site était déjà, d'un point de vue technique, super, mais évidemment, il n'a pas cessé d'évoluer depuis. Il n'y a pas tous les jours des mises à jour, mais presque, enfin c'est très très régulier. En revanche, ce qu'on a vraiment fait évoluer dans un premier temps, c'était le portefeuille de marque. L'objectif, c'était justement de se positionner comme le grand magasin de la lingerie. Donc aujourd'hui, nous avons 70 marques, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a travaillé là-dessus pendant la première année, 2012. On a travaillé sur des tests au niveau marketing pour pouvoir prouver notre capacité à acquérir des clients, à les transformer. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe quand je mets 1 euro en marketing, combien je gagne derrière. Et en août 2012, donc une dizaine de mois après le lancement, nous avons donc levé des fonds auprès du CMCIC pour embaucher, pour faire du market de manière un peu plus importante. Voilà, première année, donc quelques chiffres. Première année avec un chiffre d'affaires de 500 000 euros, et deuxième année d'activité, on a un objectif à 2 millions d'euros. Voilà. Fois 4 en un an ? Oui, avec du marketing, donc forcément... Ah oui, la levée de fonds permet de se payer un petit peu d'acquisition de trafic. Bah voilà, la levée de fonds, elle était là pour ça. On a levé 1 million d'euros pour forcément acquérir des clients. Donc c'est un travail acharné et quotidien, mais qui paye. Très bien. Emmanuel ? Alors moi j'ai une histoire très différente parce que, comme je vous le disais, je suis pas e-commerçant moi. J'ai lu en 2011 un livre qui s'appelait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ça m'a beaucoup interpellé. Le principe, c'était de travailler 4 heures par semaine pour gagner 40 000 euros par mois. Voilà. Forcément, ça fait envie. Forcément. Donc, moi, j'étais entrepreneur déjà et je passais plutôt 4 heures. C'était la nuit de 4 heures plutôt. Voilà. Donc, ça m'a quand même interpellé. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, en parallèle, il y avait des gens qui parlaient de leurs expériences sur Internet, de e-commerçants. C'était en 2011. Il y avait notamment Patrice Cassard d'Archiduchesse, dont beaucoup de gens parlaient, qui est toujours sous PrestaShop. Et donc je décide de prendre le Tim Ferriss au mot et de lancer l'exercice et de mettre en application ce qu'il disait dans le bouquin. Donc c'était une muse en fait de lancer un premier site quoi. Et donc c'était sur mon temps libre, c'était la nuit, le week-end, voilà. Et j'identifiais une niche, un marché de niche, donc un tout petit marché. Et il se trouve que c'est le marché du bouton de manchette. Donc c'est totalement anecdotique. Bon, il se trouve que j'en portais. Donc j'identifie la niche, j'analyse un petit peu, je vois que ça fait sens quoi. Donc un peu, je parie que je mets 30 000 euros pour le stock, le site. Je vais parler un petit peu, puis j'identifie les fournisseurs.
je me rapproche d'Axome, qui était l'agence d'Archiduchesse, tout bêtement, hein, j'ai rien inventé. Hein. Et Axiom a la gentillesse de travailler avec moi. Ils ont fait un super boulot, aussi bien design que d'intégration. Et puis je lance le site. Et puis à la base, c'était je voulais pas faire 40 000 euros par mois. Je voulais juste me payer mes heures de vol, quoi, et de pilote. Et puis, je trouve que le site commence un peu à tourner. Je fais pas d'AdWords, je fais un peu de Facebook, puis un peu de SEO. Et puis à Noël, ça marche très bien. Et donc, je me retrouve avec un peu de trésor. Et donc, au lieu d'aller voler, j'ai réinjecté les bénéfices, quoi. Et j'ai créé un deuxième site sur les ceintures. Donc, sur une deuxième URL. Et puis, ça a créé un petit peu aussi. Puis, j'ai encore réinjecté les bénéfices. Puis, j'ai lancé un site de cravates. Et puis, voilà, j'ai remis un petit peu, 10 000 euros de ma poche là pour relancer. Puis, j'ai racheté un site de chaussettes. Donc là, j'ai de la totale. Donc, je peux vous habiller, enfin, messieurs, en tout cas. Et voilà. Donc c'était un peu bizarre de mettre comme ça 4 sites en aussi peu de temps, parce que le premier s'est lancé en mars 2012, ensuite mars 2013, septembre 2013 et le rachat en novembre 2013. Et là j'ai 4 sites. Donc c'est une stratégie particulière parce qu'en fait c'est des niches, quoi. C'est la ceinture tressée, la cravate tricot, la chaussette made in France et le bouton de manchette. C'est de la niche. Voilà, c'est que des secteurs de niche. Donc au total, voilà, j'ai tout externalisé. Il n'y a rien qui est clé chez moi. Donc le dev c'est externalisé, c'est Axiom et aussi Profiléo qui est présent aujourd'hui, là, qu'on fait du bon boulot. La log c'est externalisé. Au début j'ai commencé, j'avais dans la chambre des enfants, il y avait une étagère avec 1000 boutons de manchette, et puis tous les soirs je mettais un petit bouton de manchette, puis j'allais à la poste et tout. Au bout de 3 mois j'en pouvais plus, j'ai tout externalisé. La compta c'est externalisé. Enfin voilà, quoi, je m'en occupe plus, quoi. Enfin je m'en occupe plus, si je m'en occupe, mais voilà. Donc voilà, tout est en responsive. Et puis il y a un panier commun. Donc quand vous achetez sur un site, vous pouvez passer sur le deuxième site. En fait, votre panier est conservé et ça permet d'économiser les frais de port avec une seule commande, quel que soit l'accessoire que vous achetez. Voilà. Et je peux même donner des chiffres. Donc ça fait, on va finir la première année à environ 120 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est très modeste, hein, mais j'ai pas levé d'argent. C'est rentable. Le panier moyen, c'est autour de 50 euros, en train de monter un petit peu à l'approche de Noël, c'est classique. Le taux de conversion, c'est environ 2%. C'est pas mauvais. Je pense que c'est pas à cause de la niche aussi. Je fais entre 5 000 et 10 000 visites par mois selon les périodes. Et en ce moment, les visiteurs restent je connais pas par cœur, mais 3 minutes 30, je crois. Et ils voient entre 4 et 5 pages par visite. Et en ce moment, il y a 400 euros de chiffre d'affaires par jour à peu près, là, avec Noël qui commence à monter doucement. Ça correspond à 200 euros de marge. C'est pas la semaine de 4 heures, mais on s'y achemine doucement, quoi. Voilà. Ok, alors ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant, c'est que vous représentez finalement des e-boutiques très différentes les unes des autres, sur plusieurs axes, en particulier l'acquisition. Donc peut-être vous pouvez nous dire un petit peu plus comment vous travaillez l'acquisition de trafic. Alors, j'aimerais revenir sur une chose, parce que c'est vrai qu'il y a des parcours très différents, c'est une belle proposition. Mais nous, au niveau de Teddy Smith, il y a quelque chose qui est très important quand c'est une marque, et c'est pas ce que vous avez parce que vous en avez plusieurs et sur une niche, c'est que c'est une statistique d'Amazon qui fait que pour 100% des gens qui viennent sur le site, qu'on réussit à avoir, et c'est là où on va revenir sur l'acquisition, il y en a 85% quand même qui vont acheter sur le marché réel. Et si vous voulez, le chiffre clé, c'est que par exemple chez nous, pour 1 euro dépensé sur le marché réel, ça apporte à la marque 6 euros. Donc il y a quand même énormément d'implications de fait pour une marque d'être sur le digital, parce que le cross-canal existe, les gens s'informent surtout sur le produit en ligne, et après ils vont en magasin. Après il y a un autre profil de client qui va en magasin, ne trouve pas le produit et va acheter sur le site. Et il y en a, pure player, qui vont sur le site et achètent sur le site. Donc ça, c'était un point clé à avoir. Et c'est vrai que pour nous, pour notre marque, c'est très important d'avoir un beau site qui soit lu, visible et qui y ait du trafic. Alors, pour la question de l'acquisition, nous n'avons pas lever beaucoup d'argent, on fait tout en interne et on essaye
on essaye que le site soit rentable très vite. Ça n'a pas été encore le cas cette année, mais je pense qu'on va être rentable d'ici 2-3 mois. Donc, c'est vrai qu'il y a la notion d'expérience, comment trouver notre trafic, et après, comment faire aussi, nous, vous aussi, sûrement, tout le monde, on a des problématiques de comment faire les fiches produits, comment acquérir ces photos qui nous coûtent si cher, est-ce qu'on le fait en direct, est-ce qu'on prend des fiches produits, enfin, tout ça, ça s'apprend, hein, c'est le métier d'exploitant du site internet. Après, il y a la logistique. Et pour l'acquisition, alors nous, on fait, pour répondre à votre question, pour l'acquisition, on a la chance d'avoir une marque très connue qui est Teddy Smith. Donc, c'est un peu comme la niche du bouton de manchette. On arrive à avoir beaucoup de trafic organique dû à la marque. Et puis après, on fait pas mal d'AdWords. L'AdWords, beaucoup sur la marque? Beaucoup sur la marque parce que après, on est dans un monde très concurrentiel, le jean. Et donc, le mot jean coûte très cher sur Google. J'imagine. Et l'AdWords, vous le pilotez en interne ou vous passez par une agence? Je le pilote, ouais. Très bien. Okay. Mais c'est beaucoup de transpiration. Ouais. Et c'est vrai que c'est très, très... Enfin, vous connaissez sûrement tout ça. C'est si on se trompe sur un mot et qu'on n'a pas capé le budget, on peut passer un mauvais week-end. Ah oui. Agathe, même question. Alors, donc nous, on a une chance. Alors, on représente finalement 70 marques. Ce sont des marques qui, pour la plupart, ont une notoriété. Et finalement, le premier levier d'acquisition, c'est de surfer sur la notoriété de ces marques-là. Des marques aussi. L'AdWords sur les marques. Oui, exactement. Alors, la problématique que nous avons, c'est que face à nous, en fait, on n'a pas vraiment de concurrents frontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres généralistes lingerie avec qui on est vraiment en concurrence. En revanche, nos concurrents, c'est les généralistes et c'est partout. Je dis une énorme bêtise. Ouais, non, c'est les Trois Suisses, c'est La Redoute, c'est Brandalé. Et puis, ce sont aussi beaucoup de boutiques physiques qui mettent en ligne leur stock et qui font un petit peu d'acquisition via AdWords et autres, sans forcément avoir une logique très héroïste, en fait. Donc il y a une surenchère marketing sur certaines marques, donc pas évident de jouer avec l'acquisition sur ces marques qui est très importante et qui est finalement la plus facile pour nous, et le fait qu'il y ait cette surenchère-là. Ensuite, évidemment, tous les leviers sont travaillés, beaucoup de référencement naturel, enfin, on passe beaucoup de temps à travailler le référencement naturel, beaucoup de travail sur l'affiliation également, notamment grâce à la notoriété de ces marques. Et même question que celle que j'ai posée tout à l'heure, ces différents leviers sont travaillés plutôt en interne ou via des prestataires? Pour le moment, la seule chose qui est externalisée, c'est la partie SIM qu'on est en train de plus ou moins reprendre. On l'a externalisé parce que on n'avait pas les ressources en fait au démarrage. Là, j'ai embauché un petit peu de monde sur le marketing pour m'aider, mais je pouvais pas être partout. Je m'occupe justement de la partie sélection de l'offre, enfin donc toute l'offre produit et du market, et j'avais du mal à tout gérer. Donc maintenant qu'on a du monde, on va reprendre cette partie-là, mais tout le reste est internalisé. Très bien. Emmanuel, on a bien compris que tu avais tout externalisé pour atteindre l'objectif de la semaine de 4 heures. On n'y est pas. Il n'empêche, acquisition de trafic. Donc l'acquisition, donc moi c'est très très amateur, donc j'ai pas fait de grande stratégie SIM, ni même SEO. Le SEO, ça a été géré par Axome qui a mis en place un site PrestaShop optimisé au niveau des pages produits pour faire ressortir les bons mots-clés. Il se trouve que 50% de mon trafic est du Google organique. Donc 50% de mon trafic c'est gratuit. 25% c'est des sites référents, donc ça c'est majoritairement des blogueurs ou des partenaires, et 50% c'est de l'accès direct. Donc pour l'instant je suis resté là-dessus, j'ai pas beaucoup investi, j'ai fait des petits tests en AdWords, il se trouve que en fait ça bouffe quasiment toute ma marge. Donc bof. J'ai essayé le Facebook AdWords, je me suis retrouvé avec 30 likes de Chinois et d'Indiens, j'ai pas compris, donc j'ai lâché. Donc en fait finalement la stratégie c'est de
poker des gens sur Facebook et de leur dire on est là, on est là. Donc il y a 2000 fans Facebook sur une des boutiques, 1500 et je sais plus combien, voilà. Et en fait, comme c'est de la niche, ça tourne assez bien. On file des codes promo, on essaie de fidéliser les clients. En fait, moi, ma stratégie, c'est ça, c'est de fidéliser les clients et d'essayer d'avoir du recurring. Donc dans chaque commande, des petits bonus, des petits bonbons, des petits cadeaux, un sticker, un porte-clés, vous avez qu'à commander, vous verrez. Et puis voilà, donc sinon j'ai quelques marketplaces quand même. J'ai Amazon, donc il y a un module PrestaShop pour plugger vers Amazon, mais aussi beaucoup d'autres marketplaces. Alors là, vous en trouvez plusieurs. Moi je fonctionne avec French Talent, mais il y a les solutions de Lengo, de Shopping Flux, tout ça. Et voilà pour l'essentiel. Je pense que je suis mauvais en AdWords, il faut que je m'optimise et j'ai recruté une gestionnaire pour travailler encore moins d'heures par semaine. Très bien. Je trouve que c'est toujours une question importante de savoir ce qu'on fait en interne et ce qu'on externalise. Je trouve que c'est intéressant d'ailleurs que c'est un sujet que vous avez abordé spontanément. Agathe, vous avez considéré que la partie technique était une partie clé et que vous vouliez avoir au moins de la pérennité sur cet axe-là. Comment vous voyez les choses? Par exemple, sur la logistique, on pourrait se dire la logistique, c'est clé ou c'est pas clé? Alors ça, ce sont que des avis très personnels, hein, mais la logistique a été externalisée dès le démarrage, tout simplement parce qu'on avait dès le début beaucoup trop de produits pour les ranger dans le salon. Alors la lingerie, c'est un produit qui est finalement très adapté au e-commerce parce que c'est petit, c'est léger, mais on a aussi beaucoup de taille. Donc on a certains soutiens-gorge sur lesquels on a 50 déclinaisons de taille. Donc gérer ça en interne et en fait on se plante à chaque fois. Enfin, faut quand même être très très organisé. Donc on l'a complètement externalisé. On est chez Morin Logistique. Chez Morin Logistique, on est aux côtés de Teddy Smith. Pour moi, la logistique doit juste rouler. C'est pas ce qui va faire la différence demain. Alors, c'est très important de livrer nos clients, enfin d'expédier. Nous, on expédie en 24 heures. Ça, c'est une promesse client qu'on doit tenir. On a des clients qui sont satisfaits et qui reviennent aussi, notamment grâce à ces services-là. Mais c'est pas ce qui fera la différence. Je pense qu'il faut juste que ça roule, quoi. Derrière, la différence va être faite sur notre proposition d'offres produits, sur notre marketing et notre service client plutôt téléphonique plutôt qu'à ce niveau-là. Ça, c'est mon avis. Mais... Donc, pas de différenciation sur la logistique. Vous partagez cet avis? Écoutez, quasiment. Tout le monde est d'accord. On va mettre une petite touche. C'est que et revenir sur PrestaShop, c'est-à-dire que le fait, comme Agathe, c'est de dire on peut pas être les meilleurs partout d'abord, c'est très important. Et donc il faut des sortes de facilitateurs. PrestaShop a été un facilitateur pour nous, et le fait d'externaliser la logistique chez le même logisticien qui est Morin Logistique a été aussi une barrière en moins, parce que c'est vrai que c'est des professionnels et ça devient un flux lambda, alors que ça peut être vraiment un casse-tête si on n'en a pas lieu. En revanche, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie des coûts très importants pour un site internet, et donc il faut l'optimiser. Et dans l'avenir, chaque saison, on se pose la question et de revenir si il y a un sens de le faire en interne ou en externe. Voilà. Donc ça évolue. Ça peut évoluer. C'est quoi vos coûts moyens par commande de logistique là? C'est une table ronde, alors on va échanger un petit peu quoi. C'est Agathe qui répond, comme ça je saurais ou pas? Non, donc il y a le frais de la poste, donc ça c'est entre 5 et 6 euros. Et sinon, les frais de logistique, c'est 0,90 par pièce. Ou 1 euro, ou 1 €. Enfin, ça va négocier. Non, mais je sais pas tout à fait en tête. Mais ça, si vous voulez, c'est très difficile de comparer. D'ailleurs, il faut faire des tableaux pour faire. Ouais, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de critères. Il y en a où on peut avoir une formule où on a tout compris, où on a le dépôt de stockage. Après, il y a la pièce supplémentaire. Et puis, il y a la pièce de ce dont vous parlez, du petit cadeau. On aimerait faire souvent le petit cadeau,
mais des fois, le petit cadeau, il peut coûter 1 ou 2 euros de plus. Oui, et les et logisticiens, ça bouffe la marge. les logisticiens font aussi payer habituellement aux gestes qu'ils font. Donc quand on demande Oui. de rajouter quelque chose dans le colis, Alors donc, je crois que les taux, on peut pas s'en rendre compte. La question, c'est entre 1, 2 euros. Mais après, si vous allez dans le détail, c'est vrai que vous le savez tous, ça coûte beaucoup d'argent de l'externaliser, mais ça coûte aussi beaucoup de ressources de le faire en interne. Il n'y a pas de formule miracle, il n'y a que des paramètres qu'on doit tenir compte. peut-être sûrement d'ailleurs, y a-t-il des questions dans la salle? J'ai oublié de le dire alors que c'est quelque chose que j'aime bien, rendre les choses interactives. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à lever vos bras de manière bien visible. Une question. Budget initial pour lancer la boutique. De mon côté, c'était 30 000 euros, à peu près. Je ne me souviens plus trop, mais la moitié pour le dev, tout ce qui est technique, l'autre moitié pour le stock. Et puis dans le stock, il faut prendre aussi un peu de budget de packaging. Tout ça. Et zéro acquisition trafic, c'est pas bien. Et zéro acquisition trafic, voilà. Mais c'est un cas très particulier. C'est risqué, enfin j'insiste là-dessus parce que c'est risqué de faire ça parce qu'il faut vraiment être sûr de l'expérience d'Emmanuel est vraiment intéressante. En l'occurrence, c'est une histoire qui part plutôt dans le bon sens, qui est plutôt réussie. Ce que ça veut dire, c'est que la niche au début était bien choisie. C'est quand même dangereux d'ouvrir une boutique en prévoyant zéro budget acquisition de trafic parce que le risque, c'est de se retrouver avec une boutique qui est très jolie mais personne dessus, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut répondre sur quel budget pour ouvrir un site, parce que je pense que c'est très différent. D'ailleurs, on va le montrer tous les trois. Moi, j'avais une volonté d'aller très très vite sur ce secteur pour prendre une place très rapidement, et pour ça, il fallait que je prévoie du budget sur le stock, puisque avec 25 marques au démarrage, il fallait quand même beaucoup de stock. Comme je l'ai dit, la lingerie, c'est sympa, mais il y a quand même beaucoup de tailles. Donc, c'est une force, justement, pour nous. C'est notre force. C'est qu'on propose toutes ces tailles-là, ce qu'une boutique physique n'est pas capable de faire. Donc, le stock, je voulais avoir une petite équipe. Il fallait pouvoir payer un logisticien, donc grignoter dès le début sur la marge. Voilà. Donc, moi, je suis partie avec 270 000 euros. Et on a donc levé, un an plus tard, 1 million d'euros. Je n'ai pas en l'occurrence payé de développement puisqu'en fait je me suis associée. Je ne voulais en fait pas payer mon site 40 000 euros, ce que certaines agences m'avaient proposé. Et donc je me suis associée là-dessus. Donc je pense qu'en fait ça dépend du business model aussi. J'aurais très bien pu voir les choses et me dire qu'en fait je n'avais pas besoin de stock, que je faisais du juste à temps, c'est-à-dire que je mettais en ligne un catalogue de marques. Une fois que mes clients passaient commande, j'allais acheter ces produits-là auprès des marques. C'était pas ma volonté, je voulais expédier en 24 heures et je voulais être sûre. Surtout parce qu'en faisant ça, il faut être sûr d'une chose, c'est que les marques ont bien le stock au final. On l'a fait en test avec certaines marques et c'était avec les marques de lingerie, c'est aujourd'hui pas vraiment possible. Enfin, pas avec toutes parce qu'elles vous disent avoir tel stock et puis on se rend compte 3 jours plus tard. Vous voulez dire faire du cross-docking en fait, c'est-à-dire Oui, c'est ça. Oui, quand je dis juste à temps, oui, c'est ça, exactement, du flux tendu ou voilà. Donc typiquement, fonctionner de cette manière-là m'aurait permis de ne pas mettre 100 000 euros dans mon stock dès le début, quoi. Oui, il y a des très gros sites, j'ai pas le droit de dire qui, mais il y a des très gros sites français qui travaillent uniquement dans ce mode-là. Et évidemment, l'intérêt, c'est zéro stock, c'est zéro investissement sur le stock. Et donc beaucoup moins de risques, évidemment. Moins de risques à ce niveau-là. Par contre, au niveau promesse client, on peut pas dire en 24 heures. Je crois que c'est vraiment une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut de faire? Quelles sont les aussi. ambitions aussi? C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on veut vivre de cette boutique rapidement, être rentable rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas de Lemon Curve? Est-ce qu'on veut prendre une place importante sur ce marché et puis un jour s'adosser à un industriel pour faire autre chose? Vraiment, ça dépend des visions et des ambitions de chacun. Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez, il y a l'enveloppe, je dirais. Nous, pour le premier site que l'on a fait, on est plutôt du côté de Agathe. Mais c'est vrai que là, on est en train de faire d'autres sites et le coût est beaucoup moins excessif puisque on a acquis en interne de l'expérience. On a aussi travaillé sur le site et ce qu'on appelle les tunnels d'achat, etc., sur ce qu'on voulait. Et après, il y a à dupliquer en sachant que l'important, c'est de garder l'image de chaque marque qu'on a du groupe.
Parce que dans notre groupe, on a des magasins qui sont sous l'enseigne Blue Box. Donc il y a une centaine de magasins et là aussi, on aimerait faire le cross-canal, ce qu'on va faire dans les 2 prochaines années. On a aussi une marque qui s'appelle School Rag, qui est pour des jeans féminins et là aussi, il faudra garder l'image. Et on a aussi une marque en homme où on a sorti sous PrestaShop le site Kiliwatch en septembre. Et là, il nous a vraiment coûté une petite enveloppe. Mais c'est parce qu'il y a eu l'expérience, il y a eu le fait aussi que des prestataires où la PrestaShop a pu évoluer et finalement les briques, les modules sont de plus en plus faciles à atteindre. C'est un peu votre expérience, j'imagine, Emmanuel. Le premier site n'a pas coûté pareil que le troisième. Le troisième, c'est un duplicata où il y a une image, une identité. C'est ça qui est important, c'est le visuel. Après, c'est que du merchandising. On a un outil, on a une plateforme. Bon, il faut bien étudier. Alors, le premier, ça coûte. Mais les autres, après, c'est que du développement et c'est comme un segment. Alors, merci pour ces retours d'expérience. On nous a parlé tout à l'heure dans les conférences qui ont précédé, dans les présentations qui ont précédé, de l'importance du M-commerce. M étant au sens large tout ce qui n'est pas le PC en fait. Et donc on parle de plus de 10%, c'est tout sauf négligeable. Comment vous en sortez sur ces supports? Alors là, pour le groupe Teddy Smith, d'entrée, on a misé sur le web responsive. Donc d'entrée, on a eu de très bons résultats et nous, on est beaucoup plus que ça. On est depuis le départ à 20% de nos commandes. Et de notre chiffre d'affaires. Et donc, avec quelle répartition entre tablettes et smartphones? Oui, c'est moitié-moitié. C'est iPad et sur les 20%, 10, et Android, iPhone, enfin smartphone, dans les 10%. Et je profite c'est vraiment très intéressant. Sur la partie paiement, il y a comment dire, en mobilité, les paiements sont pas exactement les mêmes que sur le site PC? Si, pratiquement. Nous, on n'a pas énormément d'offres paiement. On a une solution basique d'une banque et on a PayPal. PayPal représente à peu près que 8% chez nous et la répartition est à peu près la même entre le mobile et le... D'accord. Peut-être un peu plus PayPal, mais enfin l'augmentation par rapport sur l'ordinateur, on peut passer à 20%, 15-20%, mais sinon les distingos sont à peu près les mêmes. Très bien. Agathe? Alors nous sommes très en retard à ce niveau-là. On n'a pas pu tout gérer de front, donc on a fait des choix. On a un site qui n'est pas optimisé mobile, qui fonctionne sur mobile. On a des conversions sur mobile, sur tablette également. Un très bon taux de conversion sur tablette malgré la non-optimisation du site. Certainement parce qu'en fait c'est notre cible finalement qui utilise ces tablettes. Et on travaille actuellement sur la version mobile, voilà, avec beaucoup de retard. Une version mobile à part ou là aussi passer sur un mode responsive qui permet de... Non, pas un mode responsive, vraiment une version mobile à part. D'accord. Pourquoi? Parce que ça nous permet de pas toucher au site principal déjà, et puis parce que la façon dont j'imagine la navigation sur mobile est très différente. Ouais. Bien. Emmanuel? Moi, je dois être entre les deux. Tout est responsive, tous les sites sont responsifs, donc ça marche très bien sur iPhone, sur iPad. C'est 10% de mon trafic à peu près. Franchement, pour ce que ça rapporte en chiffre d'affaires et pas ce que ça a coûté, je suis pas sûr que c'était le big truc du moment. Mais bon, voilà, c'est là pour voilà. Je pense que l'iPhone c'est pas adapté du tout pour en tout cas pour mes sites. J'ai l'impression que j'ai pas des produits standards comme des jeans, par exemple le jean Teddy Smith, on sait toujours le jean le Levi's 501, on sait ce que c'est quoi. Quand on en porte quoi, quand on veut choisir une nouvelle couleur de cravate, est-ce qu'on l'a fait sur un iPhone? Je suis pas sûr. On préfère avoir un bel écran Retina. Donc bon, c'est mon interprétation. Maintenant, oui, j'ai des conversions et j'ai 2 moyens de paiement qui sont B2Bill et PayPal et surtout pas de chèque. Voilà. Les chèques, c'est l'enfer. Il faut externaliser, c'est la semaine de 4 heures. Voilà. Donc les chèques, ça marche bien. Les chèques, ça marche bien? Ça se passe très bien, quoi. On n'a pas de problème avec les chèques. Ah oui? Oui.
Tant mieux. Attention aux fraudes avec les chèques quand même. Très bien. Donc une question, des questions. Oui, allô. Oui, bonjour à tous. Alors moi, tout simplement, donc je suis au début démarrage d'une aventure et j'aimerais juste savoir pourquoi PrestaShop. Est-ce que ça vous a apporté dans l'expérience client? Est-ce que ça a été un plus au niveau de la fidélisation de vos clients? Pourquoi PrestaShop? Pourquoi PrestaShop? Moi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense que la première raison, c'est parce que c'est facile. Donc, c'est facile. 2, quand on ne connaît pas tous ses besoins, parce que quand on lance un site, alors sauf si vous avez bossé plusieurs années dans le e-commerce, mais lorsqu'on se lance sur cet univers, on ne connaît pas forcément tous les besoins qu'on va avoir. Et PrestaShop permet d'ajouter petit à petit les briques. Nous, on a beaucoup développé de modules en interne. C'est entre guillemets facile. Donc voilà. Pour moi, par facilité, et puis parce que ça fonctionne bien, il y a un back-office qui est facile à utiliser aussi. Donc, moi, travailler sous PrestaShop avec mon équipe, c'est easy, quoi. C'est-à-dire qu'on leur montre un peu l'interface, on développe des modules, on fait en sorte qu'ils soient faciles à utiliser également. On peut faire en sorte que tout soit, nous, en tout cas, sur le site, tout est modifiable par un enfant de 12 ans, quoi. Enfin, vraiment easy. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est effectivement le cas. En introduction, on en avait parlé. Une des problématiques pour notre groupe, c'était d'avoir pas de problème, pas de barrière avec les ressources. Et c'est vrai, comme le dit Agathe, c'est assez intuitif la plateforme. Et c'est vrai que pour ça, au départ, c'est un pari parce qu'on nous promet que c'est intuitif. Et ça peut ne pas l'être, mais au bout de l'expérience, ça reste intuitif. Et effectivement, quand des fois on a vous savez, pendant les soldes, des fois c'est la grande fête du service client, etc. On est obligé ou si on a un problème de livraison, on a la possibilité. Enfin, moi j'ai des fois recours à un recrutement pour 2-3 jours. Et finalement, la personne, en 1 heure, elle arrive à connaître tout le PrestaShop, à pouvoir répondre au téléphone, quand est-ce que le colis arrive, etc. Et ça, c'est vrai que c'est easy, et c'est vrai, le bon argument, c'est ça. Et ça a tenu ses promesses. Voilà. Très bien. Emmanuel? Moi, à la base, c'était pas vraiment un choix parce que j'ai copié Archiduchesse. Donc, c'était PrestaShop. Ensuite, c'était un excellent choix parce que c'était accessible financièrement par rapport aux ressources qu'il faut mettre derrière en développement. Il y a des ressources qui existent, des agences qui existent, des agences qui développent des modules qui existent. Donc il y a énormément, il y a un écosystème autour de PrestaShop que je trouve maintenant avec le recul, un demi de recul très pertinent. Et c'est vrai que c'est très intuitif, c'est maintenant partagé. L'exemple type, c'est développer un panier commun entre 4 URL différentes avec 4 certificats CSL différents. Ça a été fait en 1 semaine par Profiléo. C'était pas évident à faire, hein, et voilà, je pense qu'ils s'y connaissaient suffisamment bien dans l'outil pour le faire, quoi. Voilà. Ensuite, je suis curieux de voir la fonctionnalité one-click pour passer du 1.5 au 1.6, parce que pour passer du 1.4 au 1.5, ça a été un peu sportif. Et voilà. 3 questions, super, c'est parti. Moi j'ai une question pour Agathe, pour revenir sur les chèques, parce que tout à l'heure vous avez vraiment insisté sur le fait que vous livriez en 24 heures. Est-ce que c'est un procédé que vous faites aussi avec les chèques? Ou est-ce que vous attendez de recevoir le chèque? Ah oui, non. Alors là, il y a une contrainte forcément pour les chèques et pour les virements, parce qu'en fait, on a accepté ces 2 moyens de paiement. C'était un peu un test au début. On se demandait, en fait, j'avais des retours d'autres e-commerçants qui me disaient que pour eux, c'était un chiffre d'affaires qui était non négligeable, potentiellement des paniers plus élevés. Et on a fait ce test et on se rend compte que, donc évidemment, la promesse est différente et on le précise, qu'on attend de recevoir et d'encaisser le chèque. Mais les clients le comprennent tout à fait et il n'y a aucun souci. Encaisser le chèque ne te donne pas la garantie que c'est pas une fraude. Oui, mais en l'occurrence, jusqu'à présent, je touche du bois, ça se passe bien. Tant mieux. Non, mais il y a peu de fraudeurs, heureusement. La Terre n'est pas remplie de fraudeurs, mais il faut quand même se faire attention. Moi, j'ai une stat intéressante sur 3D Secure. Peut-être qu'il y avait une des 2 questions. Hein. Moi, c'est désactiver 3D Secure. Alors, avec B2B, vous pouvez l'activer ou le désactiver. J'ai eu, je crois, je sais plus exactement, je crois que je suis à 2700 commandes ou 2800 commandes. J'ai eu une fraude de carte bleue. Donc, je crois que j'ai eu raison de désactiver 3D Secure. Il faut considérer aussi que mon panier moyen est petit
et que de la part d'un fraudeur, recevoir des boutons de manchette, bon voilà, ça se revend pas très bien, quoi. Voilà. Mais bon, 3D Sécu, on va se désactiver. C'est peut-être une question de produit. Nous, on a eu le 3D Secure, on l'a désactivé. On s'est payé 2500 € de fraude en un mois. Et ben, on l'a réactivé avec P2Bill en l'occurrence, avec des systèmes de paliers, d'activation en fonction de l'IP, en fonction de plein de choses, quoi. Il faut faire du 3D Secure sélectif. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde connaît, l'idée du 3D Secure sélectif, c'est qu'on active ou on désactive 3D Secure en fonction de critères, par exemple un prix ou d'autres critères même plus sophistiqués. Et on se rend compte, alors il y a des chiffres assez impressionnants sur la perte de conversion sur le 3D Secure. Nous, on se rend compte, en mettant ces paliers et ces critères, qu'on n'a pas tant d'erreurs de paiement que ça. Enfin, ça reste assez raisonnable, en fait. Oui, en tout cas, le paiement est vraiment une étape clé et j'avais publié un article sur mon blog il y a quelque temps là-dessus où plusieurs prestataires de paiement communiquaient sur des différences très très fortes entre voilà, des A/B tests qui avaient été faits sur la page de paiement. Et donc, c'est vraiment des étapes où il y a des gains très très forts à obtenir. D'autres questions ? Oui, bonjour. Je suppose que vous acceptez tous les retours. Est-ce que vous pourriez nous faire part un peu de votre expérience sur les retours de produits ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, il y en a. Effectivement, on aimerait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Effectivement, on aimerait que les retours soient plus des échanges que des remboursements. Donc, c'est vraiment une des statistiques qu'il faut vraiment surveiller quand on est e-commerçant. Nous, le groupe Tennis-Smith, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, le logisticien proposait de prendre les retours à sa charge. Alors là, les coûts sont très importants, mais on avait des problèmes de tempo, de temps pour avoir l'information, si c'était un problème de qualité, si c'était un problème de comment ça arrivait. Donc on a choisi, j'ai choisi de le recevoir en interne et de voir ce qui se passait pour voir s'il y avait vraiment un défaut de qualité ou pas. Et on déclenche le remboursement ou l'échange dès qu'on a le produit sur la visu. C'est-à-dire, et donc ça paraît très succinct, mais finalement ça marche vraiment. Très bien. Agathe ? Alors moi, le taux de retour me faisait un petit peu peur, parce que sur la lingerie, alors particulièrement sur le soutien-gorge, on a a priori ce besoin d'essayer pour être certaine que ça convient. Et en l'occurrence, en distribuant des marques connues, on se rend compte que les femmes, 70% des femmes connaissent finalement, achètent toujours la même marque et connaissent leur taille dans cette marque-là. Donc le taux de retour n'est pas délirant. Nous, on propose un retour en 100 jours, sous 100 jours, donc une promesse qui est assez forte. C'est très marketing parce qu'en fait les gens retournent plutôt rapidement ou ne retournent pas, mais ça les rassure de savoir qu'ils ont vraiment le temps, que si entre-temps ils partent en vacances, il n'y a pas de souci. Inspiration Zappos. Voilà. C'est pas le plus mauvais exemple. C'est vrai que ça c'est peut-être un petit tuyau de e-commerçant, mais si vous voulez actuellement acheter un cadeau, par exemple, et si vous avez que 14 jours de délai de rétractation, les gens vont attendre le dernier moment. Donc actuellement, c'est pas faux de faire une information comme quoi le retour peut durer 100 jours. Et effectivement, vous avez les conditions générales de vente qui font que si le produit a été utilisé, etc., vous ne le remboursez pas. Vous prenez pas énormément de risques, mais au niveau marketing, c'est assez génial. Voilà. Et les produits reviennent en bon état. Globalement, nous, on n'a pas de soucis. Les clientes sont... Pas de soutien-gorge porté pendant 3 mois. Non, c'est d'ailleurs un peu le problème avec la lingerie. Mais ça, c'est un très gros a priori, puisqu'en fait, il faut quand même savoir qu'en boutique, les femmes essaient et qu'elles remettent elles-mêmes en rayon. Donc, personne ne vérifie la façon dont elles ont essayé la petite culotte. Je n'irai pas plus loin. Mais nous, on a quand même un logisticien qui prend chaque produit et qui check avant la remise en stock.
Donc au final, le retour, il est complètement contrôlé. Quand il y a le moindre doute sur un produit qui peut être abîmé, c'est sorti du stock. Et on n'a finalement pas vraiment de problème. Imaginez le service retour d'un site de sextoy. Ça serait ma 5e boutique peut-être. Non, moi j'ai pas de retour, taux de retour très très faible, j'ai pas calculé mais tellement faible que justement ça ne m'intéresse pas. Par contre, oui, c'est 14 jours, je vais le passer à 100 jours, c'est une très bonne idée. Et puis, alors moi j'ai juste une habitude là-dessus, c'est que, alors à tort ou à raison, je dis toujours oui au client, toujours. Donc toujours. Donc je prends toujours à ma charge. Je vais essayer. Donc je prends au mot. Non, mais il peut arriver plein de trucs. Le colis arrive abîmé parce que le facteur a joué dessus, à s'asseoir et à sauter dessus parce que ça l'amusait. Bon ok, moi je pourrais dire ah non, je l'ai bien envoyé, c'est pas de ma faute. Vous voyez ça avec la poste et puis laisser le traîner le client pendant. Alors là, 36-31, vous pouvez essayer 36-31 la poste. Il y a des gens de Socolissimo, je crois, dans la salle. 36-31, vous pouvez attendre, impossible quoi. Il y a des colis qui disparaissent dans les centres de tri. Bon c'est pas de la faute du e-commerçant, hein, c'est de la faute de la poste. Hein. Non, toujours ok. Le e-commerçant prend la responsabilité de cette erreur, quel que soit le vrai coupable. Est-ce que c'est le postier? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Où est-ce que c'est mal passé? Et donc, il faut prévoir un budget, entre guillemets, dans votre chiffre d'affaires, qui est, voilà, tout ce qui ne se passe pas bien. Vous êtes certain que si ça se passe mal, vous dites oui au client, vous dites excusez-nous, vous renvoyez les biens, vous êtes sûr que c'est un client gagné pour 3 ans, il recommandera quand il fera des cadeaux. Donc, c'est hyper gagnant. C'est un très bon conseil. Une autre question, je crois. Ah, plein de questions. On va devoir trier un petit peu, mais en tout cas, on en prend encore quelques-unes. Oui, bonjour. J'aurais voulu en savoir un peu, avoir un retour de votre part sur la relation aux fournisseurs. Nous, on est fabricants, distributeurs, grossistes sur du vêtement technique, c'est de l'équipement moto. Et on voit qu'une de nos valeurs ajoutées sur le développement du réseau en France, c'est l'accompagnement des e-commerçants par des prestations de dropshipping ou même de full dropshipping, puisqu'on va gérer également les retours produits, donc l'expédition client, mais également les retours produits sur les problèmes de taille, de couleur ou de satisfaction pour des raisons qui peuvent être personnelles. Donc il y a un véritable accompagnement du e-commerçant là-dessus, sur son activité, à la fois dans le déploiement du catalogue produit. Mais pardon, mais excusez-moi, je ne comprends pas la question en fait. Quelle est la relation aux fournisseurs? Est-ce que les marchands qui interviennent à l'heure actuelle utilisent avec tout ou partie de leurs fournisseurs des prestations de type dropshipping, et quelle est la relation qu'ils ont avec eux, notamment sur la gestion des retours, parce que vous avez dit tout à l'heure que quand les expéditions pouvaient être effectuées par les fabricants, on était dans des délais qui étaient rallongés, pas dans le cas du dropshipping, puisque ça permet de rester sur des délais d'expédition normaux. Alors, en l'occurrence, nous, on a fait ce test-là. Donc, on a tous nos produits en stock actuellement. On les avait au démarrage et il y a eu un moment donné où on a fait ce test avec quelques fournisseurs, notamment de lingerie grande taille pour une question de stock. En fait, si le fournisseur est capable de le faire, c'est une très bonne chose. Il faut pouvoir se plugger à un EDI ou autre pour pouvoir avoir vraiment son stock en direct. Nous, les marques étaient malheureusement pas assez équipées pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, donc j'ai pas vraiment de retour à ce niveau-là. Le test qu'on a fait n'était pas forcément bon, mais ça peut être évidemment une très bonne chose pour un e-commerçant, puisqu'en fait on limite le risque. Ça peut permettre aux fournisseurs d'avoir plus de produits, une meilleure vitrine en fait chez le e-commerçant. Par contre, s'imaginer que le fournisseur a une vision à jour de son stock et qu'on peut 100% s'appuyer dessus et donc résultat garantir des temps de livraison, c'est une utopie. Écoutez, il reste pas beaucoup de temps, enfin même le temps est dépassé, on a pris beaucoup de questions. De toute façon, la plupart des gens resteront, des intervenants seront présents sur le barcamp. Merci à tous pour vos questions et bon appétit. On m'a demandé de vous dire de plutôt sortir par le fond, si j'ai bien compris la consigne. Merci à tous. Merci beaucoup.